La jalousie est un fléau qui détruit chacun d'entre nous. Si on se laisse manipuler par ce vice, il peut nous pousser à commettre des choses horribles. Dans notre vie, on a tous été amenés à faire de belles rencontres, mais parfois, celles-ci avec le temps s'empoisonnent. Elles prennent un aspect qui nous dépasse, jusqu'à devenir toxiques et invivables. Et bien aujourd'hui dans notre affaire criminelle, une fois de plus, nous allons voir à quel point l'être humain peut se montrer mauvais. Et bah super, de mieux en mieux ces intros, c'est bon, je suis en dépression. Non, plus sérieusement, j'arrête de faire le con, mais vous savez tout comme moi que la jalousie, c'est une catastrophe. Non, sérieux, ce fléau, on l'a tous connu malheureusement. Que ce soit chez les amis, la famille, t'as forcément quelqu'un qui va mal tourner. C'est inévitable. Et si je vous dis tout ça, c'est que dans notre affaire du jour, ça va pas manquer. Mais avant ça, je vais prendre 2 minutes pour vous parler d'un truc. Qui dit nouvelle année, dit nouveau projet. Vous savez que je vous aime beaucoup et j'ai envie d'évoluer. L'un des plus gros projets que je vais réaliser, c'est de faire des directs, des streams sur Twitch. Là-bas, ce sera très familial, vous allez retrouver votre Mogo avec toute sa folie, toutes ses conneries. Vous allez voir si vous venez, ça va être sympathique. Là-bas, j'ai envie qu'on construise tous ensemble notre petite famille. Sur YouTube, j'ai la chance d'avoir une communauté hyper bienveillante. Et pour ceux qui ne le savent pas, on est à 80% une communauté féminine. C'est juste incroyable, c'est complètement dingue. Je vous promets, je pèse mes mots quand je dis qu'on a la meilleure des communautés. Vous êtes en quelque sorte mes guerrières, mes Valkyries. Ouais, vous êtes super gentils avec moi, et moi j'ai envie de vous le rendre. Ensemble, on peut parler de tout, et surtout de nombreux sujets qui sont très importants à mes yeux. Vous me donnez beaucoup de force, alors merci à vous du fond du cœur. Sur la chaîne, je parle souvent de sujets liés au féminicide, crimes d'honneur, violences faites aux femmes. C'est des sujets très importants qui me tiennent à cœur. Et justement sur Twitch, ça sera l'occasion d'en parler encore plus et de faire plein de débats. En plus de ça, il y aura plein de belles choses sympathiques, des réacts, enfin... Vous allez comprendre un peu l'univers de Twitch là-bas, ça va être très cool. Tout ça pour vous dire que je suis très heureux de voir le tournant que prend la chaîne. Vous savez, ça n'a pas toujours été facile, parce qu'on m'a beaucoup pris pour ce que je n'étais pas finalement. Le chemin a été long, on a encore beaucoup de choses à réaliser, mais je vous remercie, c'est sincère. En tout cas, si vous voulez faire partie de cette aventure parallèle sur Twitch, je vous mets le lien juste en bas en description. Je vous attends nombreux, bande de fourbes, parce qu'il y aura des lives tous les soirs quasiment. Enfin bref, maintenant, il est temps de nous concentrer sur notre histoire. Sans plus attendre, éteignez votre lumière, installez-vous bien et laissez-vous emporter par ma voix. Nous nous rendons à Daytona, dans l'état de Floride, aux États-Unis. C'est une ville de 85 000 habitants, située à une trentaine de kilomètres au nord d'Orlando. Patrick Kane de la Sierra est né le 4 juin 1992 à Miami. Il est le fils de Patricia Ronze et de Max de la Sierra. Patrick est un garçon qui grandit et évolue de manière positive sous le regard des autres. Il est optimiste et brillant. Jeune adulte, Patrick vit dans une belle maison avec son père Max et son chien. Et il travaille dans la construction avec son père. J'ai même cru lire dans un article de presse qu'ils vivaient clairement ensemble. Concernant les parents de Patrick, je ne pourrais pas vous dire ce qui s'est passé. Ici, on n'a pas d'informations sur une éventuelle séparation, mais c'est ce qui s'est passé, je pense. Le jeune homme est en relation avec une femme prénommée Jessica Devnani qui a 29 ans. Elle vit à Orlando et travaille au sein d'une banque. Le couple s'est connu par le biais d'une application de rencontre en 2017. D'ailleurs, dites-moi en commentaire si vous avez déjà trouvé l'amour dans une appli de rencontre. Ça me rend curieux. Bref, comme je le disais, ils se sont rencontrés dans une application de rencontre en 2017. Après plusieurs mois de relation, il est clair que leur histoire est sérieuse et ils se sentent bien l'un avec l'autre. Les familles des deux jeunes gens voient qu'ils sont heureux ensemble et n'ont rien contre leur relation. En fin d'année 2017, Patrick demande sa conjointe en mariage et la jeune femme accepte. Le nouveau fiancé remet une bague temporaire à Jessica, le temps de faire une demande un peu plus officielle avec une bague adéquate. Il doit la recevoir d'ici les prochaines semaines, le temps d'avoir la bonne et qu'elle soit fabriquée sur mesure. Donc comme on peut le voir, le couple a l'air de parfaitement fonctionner et ils ont hâte de se marier. Ils entament alors les préparatifs, mais entre-temps, quelque chose va se produire. Le matin du 27 février 2018, Jessica s'étonne. Elle n'a pas de nouvelles de son conjoint qui lui téléphone tous les jours avant de partir au travail. Elle le relance par téléphone plusieurs fois, mais sans succès. La jeune femme prend contact avec Max, son beau-père, et lui demande si elle a eu son fils dernièrement par téléphone,
car elle ne parvient pas à le joindre. L'homme lui répond que non et qu'il va également tenter de l'appeler de son côté. Et si nécessaire, il rentrera à la maison afin d'en savoir un peu plus. Cette situation est si inhabituelle qu'elle décide de rentrer à la maison afin de savoir si tout va bien. Malheureusement pour elle, une scène atroce l'attend sur le pas de porte de son conjoint à Howland Boulevard. Patrick de la Cierda est étendu par terre dans une mare de sang, décédé des suites de ses blessures. Il a reçu plusieurs balles de fusil dont les douilles sont retrouvées près du corps. La scène est juste effroyable. C'est un voisin qui prend contact avec les secours pour signaler le meurtre de Patrick. Ici, on imagine que Jessica a été bouleversée et donc pas en mesure de passer cet appel. Les premiers agents sur place font le tour de l'habitation alors que le corps de la victime est pris en charge. Les policiers, dont le détective Weaver, ont peur que le tueur de Patrick de la Cierda soit toujours présent et préfèrent sécuriser les lieux. La maison se révèle vide et rien ne laisse penser qu'une intrusion ou un cambriolage est intervenu suite au meurtre de la victime. Des tirs que Patrick a reçus ont traversé la porte, ce qui aurait pu laisser supposer que le tireur se trouvait à l'intérieur du domicile et que la victime a tenté de s'enfuir. L'expert médico-légal indique que la victime est décédée suite à 4 coups de feu d'un fusil de calibre 30. Et pour info, un fusil de calibre 30, c'était un peu n'importe quoi. C'est un fusil qui normalement est destiné à tuer du grand gibier. C'est pour la chasse et sa vente est réglementée. Donc juste avec ces infos, on imagine les dégâts que ça provoquerait sur un corps humain. Une enquête est ouverte rapidement afin de comprendre ce qui s'est passé. Les premières investigations effectuées dans le voisinage permettent de découvrir que Patrick a eu une mésentente avec un voisin dernièrement. L'homme en question est un vétéran de l'armée qui est atteint de démence. En fin d'année 2017, il avait tiré sur Patrick car il l'avait pris pour un intrus. Oui, vous avez bien entendu, aux États-Unis, c'est des gros malades. Le mec voit quelqu'un dans son jardin, il lui tire dessus. C'est un peu trop facile. Et ça, faudra qu'on en parle sur la chaîne, le port d'armes. C'est du grand n'importe quoi. Enfin bref. Un peu plus tôt dans l'année 2018, la police l'a interpellé alors qu'il avait un revolver à la main. Mais malgré tout ça, le vétéran est écarté par la suite de la liste des suspects. Apparemment, le vétéran n'a rien à voir avec la suite de l'histoire, et ce n'est pas lui qui est responsable de la mort de Patrick. Mais tout de même, je tiens à revenir sur les faits passés. Je ne sais pas si Patrick de la Cierda et cet homme résidaient côte à côte, mais il faut le dire, cet événement est choquant. Est-ce que ce vétéran lui a tiré en journée ou en pleine nuit ? Est-ce que Patrick a eu le malheur de traîner trop près et trop longtemps sur le terrain de son voisin pour qu'il en vienne à tirer ? Ici, on n'a pas de réponse à tout ce qui s'est passé, mais je tenais à le souligner, l'histoire est folle. Un homme qui est atteint de démence et qui a encore l'usage de ses armes, il y a de quoi avoir peur. Enfin bref, comme je le disais, ce suspect est écarté. On reprend le fil de l'histoire. Max de la Cierda témoigne concernant les événements survenus le matin même. Il a reçu l'appel d'un livreur indiquant qu'il avait un colis pour son fils. Max, n'ayant pu avoir Patrick au téléphone, lui a envoyé un message pour le prévenir de l'arrivée de l'individu à leur domicile. Le jeune homme n'a malheureusement jamais répondu à ce fameux message. Les agents supposent que le livreur était peut-être le meurtrier. Quand le père a été contacté par Jessica au sujet de Patrick, il a compris que quelque chose de grave s'était passé et il est rentré chez lui. Sa belle-fille se trouvait déjà sur place quand il est arrivé. Le détective Weaver, avec d'autres agents, se rapproche de Jessica qui est très choquée suite à la découverte du corps. Une nouvelle personne d'intérêt va émerger suite au témoignage de la compagne de la victime. Patrick et Jessica ont demandé une ordonnance de non-communication à l'encontre d'un ex-conjoint de la jeune femme. Un ex qui les harcelait par texto et messages vocaux. La première demande sera faite par Patrick en octobre 2017. Concernant Jessica, elle fera aussi sa demande en décembre de la même année. C'est la demande de la jeune femme qui est prise en compte, tandis que celle de Patrick sera refusée. L'homme se nommait Gregory Bender, et c'était lui qui harcelait le couple. Je vais tout d'abord vous présenter cet homme avant de vous parler de la relation qu'il entretenait avec Jessica. Gregory Bender est originaire de la ville de Windermere, à 45 minutes de Deltona. Il a 50 ans au moment des faits et exerce la profession de gestionnaire de fonds spéculatifs. Les fonds spéculatifs, ce sont des investissements qui nécessitent une stratégie de placement particulière, voire même risquée. C'est pas évident de donner une définition de ce métier, mais c'était un genre de trader qui faisait son business, si j'ai bien compris. Jessica Devnani et Gregory Bender se sont rencontrés sur internet en 2009. La jeune femme a à peine 20 ans, tandis que l'homme est âgé de 42 ans. Ils apprennent à se connaître et finissent par former un couple.
Mais à ce moment précis, l'homme est pourtant marié avec Daimara Sanchez, et ce depuis plusieurs années, et ils ont un enfant ensemble. La jeune femme n'est pas au courant de la double vie de son conjoint, et d'ailleurs c'est important pour la suite de le savoir. Grégory est un homme charismatique, intelligent et charmant. Il gagne bien sa vie, ce qui apporte une certaine stabilité. La jeune femme se sent bien auprès de lui, et a l'impression de le connaître depuis toujours. La relation devient de plus en plus sérieuse au fur et à mesure des années, au point où Jessica et Grégory se fiancent. Mais la jeune femme se rend compte avec le temps de certains comportements de son conjoint. Grégory est une personne extrêmement jalouse et se montre menaçant à l'égard de sa compagne. Si Jessica n'a pas peur pour elle, elle ne sait pas exactement de quoi Grégory est capable, en particulier contre les hommes qui l'approchaient. La double vie cachée de l'homme prend fin en début d'année 2017. Gregory Bender se trouve hospitalisé suite à une procédure chirurgicale, sans que l'on connaisse les détails. Il est en soins intensifs, le temps de se remettre sur pied. Jessica décide de rendre visite à son compagnon sans l'informer avant. Elle arrive dans la chambre de Gregory et le voit avec une autre femme. Ouh, les problèmes. Ça sent pas bon cette histoire. J'imagine trop la scène. Elle ouvre la porte et... What the fuck? On reprend notre histoire. Tu vois ton homme avec une autre femme, c'est complètement lunaire. Enfin, je le souhaite à personne sérieux. Et quand elle découvre cette femme dans la chambre, elle ne la connaissait pas. Jessica demande à l'inconnu qui elle est. Et c'est là que Jessica se présente comme étant la fiancée du malade en présentant sa bague. Elle est surprise d'apprendre qu'il s'agit de Daimara Sanchez, la femme de Grégory, qui répond de la même manière en présentant son alliance. Les présentations ont dû être très étranges et tu m'étonnes. Un homme dans son lit d'hôpital face à sa femme et sa maîtresse. La scène est complètement lunaire. Ici, on se rend compte que certaines personnes vont beaucoup trop loin pour mener leur double vie, et elles oublient même certains paramètres. De toute façon, j'ai envie de dire, ce genre de choses, tôt ou tard, ça finira toujours par savoir. Bref, Jessica n'est pas la compagne officielle de Grégory. Elle est en réalité la maîtresse de cet homme, avec qui elle sort depuis maintenant 8 ans. Ici, c'est la douche froide, surtout quand on sait qu'ils se sont fiancés. Elle est dévastée par la nouvelle et demeure sans nouvelles de Grégory pendant plusieurs jours. Grégory finit par lui expliquer la situation. Oui, il est marié, mais c'est un mariage de convenance, selon ce qu'il dit. L'union demeure pour que sa femme et lui élèvent ensemble leur fils, même s'il n'y a plus vraiment d'amour. Suite à toutes ces explications, Jessica décide de rester en couple avec lui, mais elle impose tout de même un ultimatum. Il doit divorcer de sa femme s'il souhaite que leur relation puisse revenir à la normale entre guillemets. Grégory répond positif à cette demande et lance la procédure de divorce. Mais entre-temps, en mai 2017, après toutes ces révélations, Jessica mettra un terme à la relation. Et j'ai envie de dire... Cheh. Ouais, c'était méchant. Mais cheh. Mais il méritait. Et qu'est-ce que tu vas rester avec un mec qui fait une double vie, sérieux? Jamais de la vie. Sérieusement, faut être fou. Donc pour moi, elle avait totalement raison. Sa relation amoureuse avec Grégory est au point mort depuis le divorce. Et la confiance en a pris un coup. Toute leur histoire existait suite à la mise en place de stratagèmes et de mensonges. Quand il apprend ça, Gregory Bender est loin d'accepter cette situation. La jeune femme s'inscrit par la suite sur une application de rencontre, certainement pour oublier cette déception amoureuse et passe à autre chose. C'est par ce biais qu'elle fait la connaissance de Patrick de la Cierda en juin 2017. Les deux jeunes gens finiront par se mettre en couple, comme on a pu le découvrir un peu plus tôt dans la vidéo. D'ailleurs, je préfère prévenir dans les commentaires concernant Jessica. Elle sort d'une relation de 8 ans et elle se met déjà sur une application de rencontre. Ici, je pense que personne n'a le droit de la juger et je pense qu'elle avait totalement raison, sérieux. Elle vient de découvrir que cette relation, probablement sa première histoire sérieuse, n'était pas ce qu'elle croyait. Je pense que quand tu apprends que ton conjoint mène une double vie, tu remets beaucoup de choses en question. Parfois, l'amour disparaît et tu as l'impression que rien n'a jamais été sincère. T'as un tout autre regard sur ce que t'as vécu avec ton partenaire. Donc on est d'accord que c'est plutôt Gregory Bender qu'on devrait juger, et non Jessica. Enfin bref, après cette petite bulle, reprenons notre histoire. Jessica souhaite garder sa nouvelle relation secrète, afin de ne pas attiser la colère de Gregory, dont elle connaît le tempérament. Gregory finit par apprendre par le biais de Facebook que son ex-maîtresse est en relation avec un autre homme. Et c'est à ce moment-là que le harcèlement de Gregory Bender débute. S'il tentait de maintenir le lien avec elle depuis la rupture, il n'a eu de cesse d'envoyer des messages de plus en plus oppressants. Il montre qu'il est toujours présent dans le quotidien de la jeune femme.
Dans un message vocal qu'il a envoyé à Jessica, l'homme dira la chose suivante. « Je donne des instructions et je vais mettre mon plan en action. » Il incite également à plusieurs reprises de le recontacter. J'imagine qu'il maintenait au départ le contact avec Jessica dans l'idée de la reconquérir. Malheureusement, l'arrivée de Patrick dans sa vie a été vue comme une trahison de la part de Gregory Bender. D'ailleurs, petit aparté, Gregory Bender qui est jaloux de sa maîtresse, c'est quand même un comble. Les gens qui sont jaloux comme ça, je ne vois que deux cas de figure. Soit tu as vécu une relation qui s'est soldée sur la tromperie, soit tu es toi-même une personne infidèle. Gregory s'est mis en couple et s'est même fiancé avec sa maîtresse alors qu'il était marié. Jessica le découvre et lui laisse une chance de remettre de l'ordre dans sa vie. Au départ, il n'a pas voulu divorcer, donc elle l'a quitté. Maintenant que la jeune femme débute une nouvelle relation, lui, il revient. C'est là qu'on voit que c'est une personne hyper toxique. Le couple a pris au sérieux ses messages et appels constants de la part de l'ex-conjoint. Jessica a été en couple avec Gregory Bender pendant 8 ans et elle sait qu'il possède des armes chez lui. Patrick a mis en place un système de sécurité autour de son domicile et a même fait changer la porte d'entrée. Tout ceci a été fait avant d'impliquer la justice. D'ailleurs, l'ordonnance de non-communication demandée par Jessica est acceptée par le tribunal. Cela imposait à Gregory Bender de laisser son ex tranquille, mais également de remettre ses armes aux autorités locales. On sent que malgré tout, ici il y a une certaine peur. Le couple avait peur de cet homme, et c'était évident. Et j'imagine que c'était constant, et que si au départ Jessica était entre guillemets la seule personne impliquée, Gregory a dû trouver le moyen de rentrer en contact avec Patrick, afin de lui pourrir également le quotidien. Après des recherches un peu plus poussées et le témoignage de Max, les autorités comprennent que l'ordinateur de Patrick, ainsi que le disque dur du système de sécurité de la maison ont été volés et utilisés. Jessica révèle aux enquêteurs que le matin du décès de son compagnon, Gregory Bender a tenté de la contacter à 2 reprises. La jeune femme n'a pris aucun des appels, mais ça lui a mis la puce à l'oreille. Son ex-conjoint n'a pas le droit de la contacter, et Patrick ne donne aucun signe de vie. Ces 2 faits ont motivé son départ précipité de son lieu de travail. Les enquêteurs sont rapidement contactés par l'ex-femme de l'homme en question, Daimara Sanchez. Cette dernière a appris par le biais de la télévision la mort de Patrick de la Cielda, et elle savait qu'il était le conjoint de Jessica Devnani, la maîtresse de son ex-mari. Gregory Bender et elle ont décidé de divorcer pendant l'année 2017, et elle a déménagé en décembre de cette même année. Alors qu'elle vivait encore sous le même toit que son futur ex-mari, elle est tombée sur un papier étrange, où l'homme renseignait un sinistre plan. Daimara Sanchez donne énormément de détails concernant ce plan. Cette révélation motive les autorités à se munir d'un mandat de perquisition au domicile de l'homme. Le détective Weaver est légèrement suspicieux par rapport à cet élément, mais il se dit que ça pourrait prouver sa culpabilité s'il trouvait cette preuve chez lui. Dès le lendemain du meurtre de Patrick de la Cielda, la police se rend au domicile de Gregory Bender. La maison est fouillée et permet la collecte de preuves le reliant au meurtre. Pour eux, ils étaient quasiment certains que c'était le meurtrier de Patrick de la Cielda. Les enquêteurs mettent la main sur de nombreuses armes et sur le fameux carnet détaillant un plan machiavélique ainsi que de nombreux détails sur le couple. Des feuilles du carnet avaient même été jetées dans la poubelle, elles aussi fouillées par le détective Weaver en personne. Il renseigne ce qu'il sait sur la maison de Patrick, sur l'itinéraire à emprunter afin de se rendre chez lui, mais aussi les horaires de sortie avec son animal de compagnie, et plus encore sur les différents accès au terrain et à la maison. L'homme avait même son plan de fuite. Je vais vous donner un aperçu de ce qui était écrit sur ce fameux plan. Mettre du ruban adhésif sur le bas d'une 2e paire de chaussures afin qu'il n'y ait pas d'empreinte de pas. Attendre de confirmer qu'il est seul. Ensuite, éteindre les téléphones portables et jeter les vêtements, la plaque, le traceur et les gants. Les éléments concordent avec ce que l'ex-femme du suspect avait renseigné à la police. Gregory Bender avait manifestement une haine féroce concernant le nouveau compagnon de Jessica. L'harceleur surveillait le couple. Il surveillait aussi leur domicile et leurs habitudes depuis quelque temps déjà. Tout ce qu'on voit ici nous montrait sa dangerosité. Il envisage au départ d'injecter une dose mortelle de drogue à Patrick avant de se rabattre sur cette fausse livraison. Ici, ce n'est pas un homicide involontaire, mais bel et bien un assassinat préparé. Tout était calculé depuis le début. C'était un putain de meurtrier. Patrick s'est rendu à sa porte après avoir entendu sonner. Le jeune homme était en attente d'une livraison importante, la bague de fiançailles pour sa conjointe. Il s'est précipité à l'entrée de chez lui et il est tombé nez à nez avec son assassin, Gregory Bender, l'homme qui l'harcelait avec sa compagne.
Patrick n'a pas vraiment eu le temps de réagir en découvrant l'homme devant sa porte. Gregory Bender tire à 4 reprises. Avec ses 4 coups de feu, il ne laissera aucune chance à sa victime de s'en sortir. L'assassin parvient à se débarrasser des images de vidéosurveillance du domicile, dissimulant ainsi son passage avant de rentrer chez lui. À partir de là, il doit préparer sa fuite, mais au lieu de ça, il décide de prendre contact avec Jessica. Cette simple action est lourde de conséquences pour lui. L'homme n'a pas respecté l'ordonnance du tribunal. Il n'avait plus le droit de la contacter, c'était fini normalement. La police l'a au départ arrêté pour ce fait, avant qu'il ne soit distinctement relié au meurtre de Patrick de la Cielda, après la fouille de son domicile. Des munitions correspondant au calibre de l'arme du crime sont découvertes, alors que l'arme responsable de la mort de Patrick de la Cielda n'a pas encore été retrouvée. D'ailleurs, pour info, je vous ai pas beaucoup parlé de la famille de Patrick, parce que je voulais tout simplement garder une certaine cohérence dans l'histoire. Donc pour pas vous perdre, j'ai évité de tout mélanger. Mais comme vous pouvez l'imaginer, les proches de la victime sont sous le choc quand ils apprennent sa mort. Patricia Ronze, la mère de Patrick, parle de son fils en ces termes. Patrick était un fils merveilleux, et il aimait les enfants, il aimait les bébés, et j'avais vraiment hâte d'avoir des petits-enfants de lui. Quand on entend sa mère dire ces paroles, on sent qu'elle était déchirée au fond d'elle. Et tu m'étonnes, perdre son fils, je le souhaite à personne. Le procès concernant l'affaire du meurtre de Patrick de la Cielda s'ouvre le 25 mai 2021, 3 ans après les faits. Les audiences doivent se dérouler sur une semaine. Daimara Sanchez ainsi que Jessica Devnani sont présentes afin de témoigner contre Gregory Bender. La défense de l'accusé indique que le carnet retrouvé chez Gregory n'est qu'une preuve circonstancielle. C'est un élément qui est utilisé pour démontrer l'existence d'un fait sur une supposition, une hypothèse. Les bandes de vidéosurveillance du domicile de la victime supprimées ne permettent pas de le localiser sur le lieu du crime. La défense indique que Gregory Bender ne doit pas être puni pour avoir mis à l'écrit un fantasme. D'ailleurs, elle affirme que la fouille du domicile a été faite illégalement. Mais l'accusation reste fixée sur ce fameux carnet. Il était beaucoup trop précis sur ce plan qui a été réalisé. Les coups de fil que l'accusé a donnés à Jessica Devnani le matin du crime sont d'ailleurs une curieuse coïncidence. L'homme était en illégalité à la fois pour ce fait et également concernant les armes qu'il avait chez lui, alors que son permis de port d'armes était expiré depuis 2016. Ici, je me demande ce que Gregory Bender cherchait à faire en prenant contact avec son ex-conjointe. Est-ce qu'il souhaitait se vanter de son crime? Est-ce qu'il souhaitait entendre Jessica s'effondrer en lui révélant le crime? Ici, on peut se poser tout un tas de questions. Ça se trouve, il voulait même la tuer, qui sait? Tu peux pas savoir ce qu'il avait derrière la tête. Ça se trouve, s'il avait été laissé en liberté, qui nous dit qu'il ne serait pas devenu un tueur en série? Il y a tout un tas de possibilités, mais je pense que je m'écarte un petit peu. Jessica Devnani s'exprime face au tribunal avant la fin du procès. Elle va dire les choses suivantes face à l'accusé. Je veux juste dire que Patrick était l'âme la plus aimante, attentionnée et belle que je connaissais. Il a vécu chaque jour pleinement et m'a aimé. Patrick et moi allions construire une vie ensemble. Nous allions fonder un rêve de conte de fées et vivre heureux pour toujours. Mais ce rêve n'est jamais devenu réalité, parce qu'il a été pris par cet homme assis dans la salle d'audience aujourd'hui. La délibération du jury prend 2 heures avant que le verdict tombe. Gregory Bender, 53 ans, est reconnu coupable de meurtre au premier degré, donc assassinat. Il est condamné à la prison à vie sans possibilité de libération conditionnelle. Les avocats de Gregory Bender ont fait savoir leur intention de faire une demande en appel de la condamnation. La famille et les proches de la victime se disent soulagés par le verdict. Toutefois, ils demeurent en colère face au système judiciaire concernant le traitement des demandes d'ordonnance de non-communication. Ils se disent que si les autorités avaient pris en compte sérieusement le harcèlement de Gregory Bender à l'égard du couple, Patrick serait toujours en vie. Bender devait remettre ses armes à feu au bureau du shérif du comté, mais cela n'a jamais été fait. Aucune intervention n'a été réalisée pour respecter l'ordonnance. Rien. Sans motif concret pour l'établissement d'un mandat de perquisition, aucune autorité compétente ne pouvait se présenter afin de récupérer les armes. Jessica déplore elle-même l'abandon du système face à la situation que son conjoint et elle vivaient à cause de son ex-compagnon. Et ici on peut la comprendre, c'est pas la première fois qu'on se plaint du système judiciaire. Souvent, aucune mesure ne sera prise. C'est toujours quand c'est trop tard qu'on commence à ouvrir les yeux. Pourtant, dans de nombreuses affaires, et comme celle-ci, moi je trouve que c'est très flagrant. Le couple était effrayé depuis le début qu'il allait se produire quelque chose, et finalement, ça s'est produit. Ouais, malheureusement, le système judiciaire, pour de nombreux cas, c'est de la merde. Bref.
Jessica a fait part aux médias 48 heures qu'elle ferait le maximum pour vivre et honorer Patrick. Elle est rassurée de savoir Gregory Bender en prison sans possibilité de remise en liberté, même si au fond, elle aurait souhaité que la situation n'aille pas aussi loin. La jeune femme pensait que les mois à venir seraient parfaits avec Patrick, mais elle ne s'attendait pas que cette ancienne relation vienne tout gâcher. Si elle avait énormément de considération pour Gregory Bender pendant leur histoire, le cinquantenaire s'est révélé être un manipulateur, un menteur puis un harceleur par la suite. Il a fait de la vie du couple un enfer. Il est allé jusqu'à les surveiller de A à Z jusqu'à leur domicile. Et l'homme qu'il voyait en face de lui, il le voyait comme un rival. Patrick, quant à lui, n'avait pas de problème avec qui que ce soit. Il a été pris pour cible par un monstre, le pauvre. Gregory Bender est aujourd'hui incarcéré à l'établissement correctionnel de Madison, dans l'état de Floride. L'homme finira ses jours derrière les barreaux. Il n'a à aucun moment exprimé le moindre remords concernant l'assassinat de Patrick de la Cielda. Et je voudrais terminer sur une note un peu plus positive malgré tout. La famille de Patrick a offert la bague de fiançailles que le jeune homme avait conçue à Jessica pour son 30e anniversaire. L'événement est survenu 2 mois après la mort de Patrick. La jeune femme a décidé de la porter malgré tout, en souvenir de l'homme qu'elle aimait et qu'elle considère comme étant l'amour de sa vie. Elle a indiqué dans un article de presse que c'était la bague parfaite. Si le bijou lui rappelle la perte de Patrick, elle n'oubliera jamais l'impact qu'il a eu dans sa vie. On se retrouve pour la conclusion de cette terrible histoire. Et ça faisait un moment qu'on n'avait pas traité une affaire aussi malsaine. Comme je le disais en intro, la jalousie, regardez ce que ça peut provoquer. Je viens de vous raconter l'histoire, mais je vous promets, je suis encore choqué par tout ce qui s'est passé. Encore une fois, c'est digne d'un film et on a du mal à se dire que ça a vraiment existé. Et pourtant, ça s'est bel et bien réalisé. Quel monde de fou. Ici, on a un jeune homme de 25 ans qui est mort à cause de la jalousie d'un type qu'il ne connaissait pas. La jalousie, c'est quelque chose de vraiment terrible et dévastateur. D'ailleurs, si vous avez un entourage toxique et jaloux, fuyez. Fuyez, pauvre fou. Pour votre santé, fuyez le plus loin possible, parce que des gens jaloux et toxiques, perso, moi j'en veux pas. Non, sérieux, on peut s'en passer. Et Dieu sait qu'il y en a des gens bizarres. Bref, la jalousie, c'est souvent un motif pour mettre en place un terrible plan, et pour certains cas, causer la mort d'une personne qui est vue comme un obstacle. Quand ce n'est pas des relations amicales qui tournent au drame, ce sont des relations amoureuses, anciennes ou d'actualité, qui sont concernées. En l'occurrence, notre cas est celui d'une histoire d'amour passée. Patrick de la Cielda a eu le malheur de rencontrer une femme, Jessica, qui sortait d'une longue relation avec un homme jaloux et manipulateur. Jessica Devnani avait rompu quelques mois, après avoir appris que son conjoint était marié et reprenait le contrôle de sa vie. En faisant la connaissance de Patrick, elle était loin de se douter que cela attiserait autant la haine chez son ex-partenaire. La jeune femme savait qu'il n'accepterait pas qu'elle se remette en couple, mais il est allé au-delà de tout ça. Il a menacé le couple jusqu'à commettre l'irréparable, la mort de son rival. Et c'est de cette manière que Patrick est décrit dans la presse. Ça laisse entendre que l'ex-conjoint de Jessica était toujours amoureux d'elle, même après plusieurs mois de séparation. Elle avançait sans lui tandis qu'il avait divorcé de sa femme pour elle. Soit il avait encore des sentiments pour elle, soit il voulait se venger d'elle suite au fameux ultimatum imposé. Il y avait en tout cas un désir malsain derrière tout ça, après un harcèlement du couple et une surveillance soutenue de Patrick avant de le tuer. Je tiens à présenter toutes mes condoléances à l'entourage de Patrick de la Cielda suite à la perte du jeune homme. Il a su marquer les esprits par sa bienveillance et la personne qu'il était. En tout cas, j'attends vos avis concernant cette affaire dans les commentaires. L'histoire est complètement dingue, donc j'ai hâte de vous lire. J'ai hâte d'avoir vos hypothèses, qu'on puisse tous débattre dans les commentaires. Merci de m'avoir écouté et il est temps pour moi de me téléporter. On se dit à très vite pour une nouvelle affaire. Moi je fonce me commander un petit truc à manger parce qu'après ce tournage, j'ai faim. Oui, j'ai faim, je suis gourmand. Et tu viens de raconter une histoire de fou et t'as faim. Tes abonnés vont te prendre pour une énergumène. Oh, je me calme, mais je me commanderai bien un tacos quand même. Même après des histoires horribles, faut bien vivre mes amis. Donc prenez bien soin de vous et vos proches, régalez-vous bien, profitez de la vie et on se dit à très vite pour une nouvelle vidéo. C'était Mogota.